Bonjour à tous et bienvenue dans Entre elles, votre magazine de femmes sur la belle télévision, la chaîne panafricaine internationale. Chaque année, le 8 mars, le monde se retrouve autour de la femme, des droits de la femme, des acquis de la femme, des réalisations des femmes. Dans cette célébration, le Gabon n'est pas en reste puisque le pays a institué une journée nationale de la femme au cours de laquelle les associations sont appelées à réfléchir sur ce que doivent faire les femmes pour mieux se positionner dans le développement de la société. Occasion nous a été donnée donc avec le Salon de la femme, plateforme associative féminine, qui a traité de 3 questions essentielles, à savoir comment entreprendre l'entrepreneuriat de A à Z. Nous avons également parlé de la reconnaissance de paternité et en fin de semaine, nous avons parlé de la loi de 2015 et sa vulgarisation grâce au vice-président du tribunal de Libreville. Je vous propose donc dans ce qui va suivre l'économie de ces 3 jours d'intenses échanges. Honorables invités, mesdames, messieurs les participants, votre présence aujourd'hui est un précieux encouragement des femmes qui œuvrent réellement pour maintenir la cohésion sociale, particulièrement menacée en cette période de crise de valeurs, d'incertitude, de manipulation protéiforme pour assurer l'égalité de tous et les droits de chacun. Initiée en 1998, la Journée nationale de la femme est une journée qui célèbre à l'échelle nationale les réalisations économiques, politiques et sociales des femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Elle a entre autres pour but de promouvoir les droits socio-économiques de la gente féminine, de présenter son savoir-faire et l'encourager à s'autonomiser économiquement en mettant en place des activités génératrices de revenus. Le défi était de rendre les femmes du passé fières, les femmes d'aujourd'hui inspirées et celles de demain visionnaires. Avant tout, il est important de reconnaître le fondement de ce jour. Ce fondement qui s'inscrit pleinement dans un processus qui a commencé au niveau international en 1975, lorsque sous l'égide des Nations Unies, les mesures importantes ont été prises pour sensibiliser les chefs d'État sur les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes. Les discussions avaient mis en lumière la nécessité impérieuse et urgente de remédier à un large éventail de graves insuffisances. Ainsi, entre 1975 et 1995, les Nations Unies ont organisé une série de 4 conférences mondiales consacrées aux femmes. La première s'est tenue en 1975 à Mexico City et a été suivie par celle de Copenhague au Danemark en 1980, de celle de Nairobi au Kenya en 1985 et de Beijing en Chine en 1995. Ces conférences ont envoyé un message positif. En dépit du fait qu'elles soient pauvres, démunies et marginalisées, les femmes du Sud continuent de persévérer contre vents et marées dans leurs actions et leurs efforts pour changer leurs conditions de vie et susciter l'espoir. Notre plateforme, le Salon de la femme, a été créée pour permettre donc à ces femmes de s'exprimer, de sortir de ce silence tuant. De manière générale, les femmes entrepreneurs dans les petits métiers au Gabon ont un accès limité au financement par rapport à leurs homologues du sexe masculin. Situation découlant naturellement du manque de formation et d'information. Femme, où que tu sois, quoi que tu fasses, souviens-toi et rappelle-toi que tu es d'abord une femme et en plus tu es une valeur. Parce qu'elle nous a fait l'honneur d'être parmi nous, demander à Madame Clotilde Chantal Mbumba Loué, j'espère que je prononce bien, Madame le ministre, pardonnez-moi, de nous rejoindre. S'il vous plaît, on l'applaudit très fort. Elle est ministre déléguée auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, chargée de la décennie de la femme, de l'égalité des chances et de l'investissement humain. Saisissons l'occasion qui nous est offerte par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre, chef du gouvernement,
Emmanuel Issozen Gondé, pour occuper tous les pans de la société gabonaise, aussi bien dans les domaines économiques, culturels, social, scientifiques, politiques, etc. Chaque matin, nous devons nous dire, nous femmes, je suis une femme de valeur pour ma famille et pour mon pays. Et mon pays compte sur moi. Je voudrais rendre un hommage particulier à toutes ces femmes gabonaises qui mettent leurs compétences au service des autres femmes en leur transmettant un savoir-faire indispensable à leur autonomisation. Les femmes sont le vecteur de changement en politique locale. Elles ont une capacité à changer la politique dans ses règles, ses manières et ses contenus. Je voudrais rappeler ici que le Parlement a adopté la loi numéro 9/2016 fixant les quotas d'accès aux femmes et aux jeunes aux élections politiques et à celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État. 2018, année électorale. C'est donc pour nous femmes l'occasion d'oser. Car souvent, le reproche que l'on nous fait est que nous ne nous engageons pas suffisamment dans le leadership politique. Alors, osons. Osons. Je terminerai mon propos en remerciant vivement la plateforme Le Salon de la Femme pour toutes les actions et initiatives qu'elle mène en faveur de la femme. Nous avons besoin de cette synergie entre les associations, les plateformes et le gouvernement pour un partenariat gagnant-gagnant pour la cause de la femme. Je vous remercie de votre aimable attention. Parmi les formateurs, il y avait Madame Céciliane Javenjoy, responsable des microfinances. Grâce à son expertise, elle a édifié les femmes. Il y a plusieurs étapes pour créer une entreprise ou une activité génératrice de revenus. Mais nous ne pouvons pas commencer sans savoir qu'est-ce que c'est une entreprise. Déjà, il faut parler d'un concept, entreprise. Le dictionnaire vous dira c'est l'action d'entreprendre. Mais on entreprend quoi? Avec qui? Comment et pourquoi? L'entreprise était l'ensemble des activités d'une personne ou d'un groupe, comme le Salon de la Femme que dirige Madame Oué, qui travaille pour fournir des besoins ou des services à des clients. À ce moment-là, il faut se spécialiser. On ne dit pas je suis entrepreneur. De quoi? Je vais vendre la marchandise au marché. Attention, on est entrepreneur, mais là on est déjà commerçant, on s'est spécialisé. Donc il faut une identité à chaque entreprise. Maintenant, il y a des étapes pour créer une entreprise. On ne se lève pas du bon matin pour dire je m'en vais créer une entreprise. Non. On ne peut pas aller dans la maison de quelqu'un si quelqu'un ne vous donne pas l'autorisation d'y aller. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour créer une entreprise, il faut d'abord faire le choix de l'entreprise, de l'activité que vous voulez mettre en place. Première étape. Deuxième étape, je vais amener cette activité dans un endroit, dans un lieu qui appartient à un pays ou à une mairie. Je pense qu'à ce niveau-là, vous avez besoin d'avoir des papiers, ce qu'on appelle l'agrément. Pour le moment, il n'est pas question d'argent. Il est question d'abord de se positionner, d'avoir l'autorisation d'exercer ce qu'on veut faire. Une fois qu'on a tout cela, on passe, c'est cette étape-là qui constitue le statut juridique de l'entreprise. Mais attention, il y a plusieurs formes. Il y en a 3. Il y en aura peut-être d'autres, mais je voudrais énoncer les 3. On a par exemple une entreprise individuelle. Je suis capable de gérer mon activité, je n'ai pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Individuelle. Il y a une entreprise à société, une société à responsabilité limitée. On dit SARL. C'est limité. Là, vous avez besoin des statuts. À celle-là, vous avez besoin des statuts. Vous avez besoin des règlements intérieurs. Vous avez même besoin des personnes qui doivent être avec vous. Vous pouvez être à 2.
2 ou 3, c'est suffisant déjà. À 2, on est déjà un groupe. C'est ce que dit justement la loi qui reconnaît même les associations. La 3e forme, c'est une société anonyme. Là, c'est déjà un peu plus grand. Anonyme. Ça veut dire que les gens qui sont là-dedans n'ont pas besoin qu'on a étalé leur vie devant les gens. Alors que l'individuel, vous devez vous positionner vous-même. Il faut qu'on vous voie. Vous ne pouvez pas vous cacher si on est individuel. À responsabilité limitée, c'est la même chose. Il faut qu'on sache qui est là-dedans. Mais anonyme, il y a déjà d'autres critères. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Une fois que vous avez tous ces papiers-là, vous devez maintenant penser à créer votre entreprise. Mais vous allez créer une entreprise. La première chose à faire, c'est d'essayer de savoir est-ce qu'il n'existe pas d'autres entreprises qui sont dans le même secteur que moi. Très important. Il faut chercher à savoir. La première chose. Deuxième chose à ce niveau, c'est les lieux. Est-ce que les gens qui habitent dans ce coin, ce patelin-là, ont besoin de ce que je voudrais amener comme bien, service ou comme des marchandises sous forme de clientèle? Parce que vos premiers clients, ce sont les gens qui habitent votre zone. Parce que moi, j'habite au Vendo. Si vous créez votre entreprise ici à Ngonje, ce n'est pas évident que je quitte au Vendo pour venir jusqu'ici parce que je dois aller acheter la banane chez Madame Oloué qui a en Ngonje. Sûrement pas. Il y en a là-bas au Vendo. Pourquoi? Parce que ça me limite les risques. Je minimise les risques à ce moment-là. Je ne perds pas du temps. Une fois que vous avez fait cela, si c'est une grande entreprise, on va dire, il faut faire un plan, une étude de faisabilité. Mais ces études-là coûtent cher. Vous n'en avez pas les moyens. Si c'est une petite entreprise, on n'a pas besoin d'aller faire une étude de faisabilité ou de rentabilité, si vous voulez. Un petit sondage tout bête. Lancez le pavé dans la mare, disent les journalistes. Les journalistes disent lancez le pavé dans la mer. On va voir comment les gens vont réagir. Vous faites la même chose. Vous dites comme ça dans votre quartier. Mais si quelqu'un a amené telle chose ici dans le quartier, vous allez voir comment les personnes vont réagir. Ah oui, ce serait bien parce que là, vraiment, ça nous éviterait d'aller jusqu'à Kango pour aller acheter la banane. Vous voyez? Donc ça vous donne déjà une indication que si j'amène cela ici, c'est bon. Une fois que vous avez fait tout cela, vous dites, l'entreprise que j'ai choisie, il me faut des gens. Il faut que j'ai des personnes avec moi pour que nous puissions la créer. Là, nous sommes dans le cadre des sociétés. Vous vous réunissez, vous avez vos statuts qui ont mis la somme que chacun d'entre vous doit amener pour pouvoir créer l'entreprise en question. À partir de ce moment-là, vous avez rassemblé tous les documents, vous avez fait toutes les études possibles, vous avez réagi, vous avez su que quelque part, si vous amenez ça à tel endroit, ce sera rentable. Vous pouvez maintenant, vous avez donc bâti votre crédibilité, vous pouvez maintenant aller vers les structures qui financent les projets pour demander un crédit. Il y a plusieurs structures qui financent les projets. Plusieurs. Vous avez les banques, vous avez d'abord les institutions financières qui financent les grands projets de l'État. Je parle sous le contrôle de Madame le ministre. Les institutions financières, comme la BAD, on va citer celui-là. Vous avez ceux qui financent en dessous, les établissements de microfinance, ou alors ceux qui financent les entreprises qui sont déjà des grandes entreprises. On va prendre les banques. La microfinance est une autre source de financement. Elle s'adresse à qui? À pratiquement tout le monde. Ce qui est important, c'est que vous voulez créer une entreprise et il y a des conditions qui mettent en place. Le problème au niveau des femmes, c'est que nous n'avons toujours pas de garantie. Et les structures qui sont en place ont besoin de garanties. Deuxième élément, c'est que chaque fois que nous commençons, nous avons bien commencé, nous n'allons pas vers ces structures-là.
Parce qu'aujourd'hui, ils veulent financer des structures qui ont déjà démarré. Pourquoi? Pour réduire le risque de perdre l'argent. Ils ne sont pas là pour perdre l'argent. D'abord, ceux qui gèrent ces établissements-là ne sont pas les propriétaires. Je vous ai parlé des sociétés anonymes. Ces établissements, il y en a qui sont sociétés anonymes. À ce niveau, vous avez la première catégorie, la deuxième, la troisième. La deuxième catégorie fonctionne pratiquement comme des banques. Pratiquement. Ils ont des procédures, bien sûr. Personne ne peut vous donner de l'argent sans procédure. Personne ne peut vous emprunter de l'argent sans demander comment vous êtes organisé. Financer les associations. Je préfère être dans le cadre où les gens sont organisés. Quand on est organisé, on est mieux encadré. Aujourd'hui, nous allons parler précisément, et j'espère que vous avez apporté les actes de naissance parce que ce sera très pratique. Aujourd'hui, on parle de loi et de tout ce qui entoure la reconnaissance de paternité d'un enfant et ses effets. Je vous passe directement la parole, Madame Sidonie Fleur-Rouet. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci bien. La reconnaissance de paternité. Lorsqu'on évoque ce terme, on peut tout à fait se poser la question de savoir ce que ça signifie, qu'est-ce que ça renferme, c'est quoi la reconnaissance de paternité. Pour de nombreux pères, face à des difficultés de la naissance d'un enfant, ils sont donc dans l'éternel questionnement, ils s'interrogent, ils se disent que puisque je ne suis pas mariée à la mère, est-ce que je dois reconnaître cet enfant? Si la réponse est oui, comment dois-je faire pour reconnaître cet enfant? Si la réponse est non, est-ce que la mère peut m'obliger à reconnaître cet enfant? Et si je reconnais cet enfant, quelles sont les conséquences liées à cette reconnaissance? Il revient au père d'exprimer sa volonté. Parce qu'à travers cette volonté, il y a des conséquences juridiques liées à cette volonté de reconnaître l'enfant. Donc c'est au moment de l'établissement de l'acte de naissance que le père doit être présent. Si le père n'est pas présent, on va simplement mettre son nom, ou alors s'il estime que c'est quelqu'un qu'il doit envoyer à la mairie pour aller reconnaître cet enfant, il doit faire à cette personne un mandat. Encore appelé sous un autre langage, une procuration. Et puis on peut aussi se poser la question de savoir, eu égard à ce que nous constatons aujourd'hui, à savoir que parfois nos papas reconnaissent les enfants, nos grands frères reconnaissent les enfants, nos oncles reconnaissent les enfants, on peut se dire, qui doit reconnaître un enfant? C'est le père biologique. Parce que si quelqu'un d'autre va reconnaître l'enfant, tout sachant que ce n'est pas lui le père, mais on est en fraude, vrai ou faux? On vient dire des choses inexactes à l'officier d'état civil. Et c'est grave. Les conséquences psychologiques sur l'enfant, c'est quoi? C'est que nous avons des enfants déséquilibrés à qui on ne dit pas exactement ce qui s'est passé pour que le nom du père, de son grand-père ou le nom de son oncle figure comme étant le père. Si on ne lui dit rien, à un moment donné, l'enfant commence à se poser des questions, de se dire, mais comment mon grand-père peut être mon père? Ça veut dire que mon grand-père a eu des rapports avec ma mère? Ça veut dire que mon oncle a eu des rapports avec sa sœur qui est ma mère pour me mettre au monde. Ça, c'est l'impact psychologique que cette pratique fait sur l'enfant. L'impact que cette pratique a sur l'enfant. D'où l'intérêt de normaliser les choses. Ou vous demandez à l'officier d'état civil de dire que le père est inconnu, mais père inconnu, ce n'est pas une injure. Père inconnu, ça veut dire que le père n'est pas connu des services administratifs. Point. C'est ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que c'est un bâtard, non. Ça veut dire que le père est encore quelque part, il ne s'est pas encore manifesté pour venir mettre son nom sur l'acte de naissance. Est-ce qu'un père qui n'a pas reconnu l'enfant au moment de l'établissement de l'acte de naissance peut encore le reconnaître? La réponse est oui. Et c'est ce que l'article 176 du Code civil nous enseigne. L'article 176 du Code civil gabonais nous enseigne que l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel
doit être inscrit à la date de l'établissement de l'acte dans les registres d'état civil au moment de l'établissement donc, de cet acte d'état civil. S'il n'a pas été dressé par l'officier d'état civil, donc au moment donc, de l'établissement de l'acte de naissance, la transcription est faite à la diligence d'un officier public qui l'a reçu. L'officier public, c'est le notaire, c'est l'huissier. Ce n'est plus l'officier d'état civil, ce n'est plus le maire. En revanche, et c'est là où le tribunal intervient, messieurs de l'état civil, chères sœurs, chers frères, lorsqu'il y a une contestation de paternité, ça veut dire quoi? Chez nous, on appelle ça contestation de paternité ou des aveux de paternité. Ça voudrait dire que je suis mariée et puis mon mari est absent. Je suis mariée légalement. Mon mari s'absente pendant pratiquement 5 ans. Et derrière lui, je fais un enfant. Il n'est pas là. La loi dit que le père de cet enfant, c'est mon époux. C'est ce que la loi prévoit. Que le père de cet enfant qui naît dans le mariage a pour père mon époux. Et là, on n'a pas besoin d'aller remplir la mention 5. Parce que la reconnaissance de paternité ne doute d'aucune contestation, ne souffre d'aucune contestation. Alors, mon mari revient de voyage et me trouve avec cet enfant, l'acte de naissance, c'est lui le père. Il va faire une action en contestation de paternité ou une action en désaveu de paternité. C'est à ce moment qu'on a besoin du tribunal. Si un homme a fait des enfants avant le mariage, avant de rencontrer sa dulcinée, ces enfants-là ont un lien biologique avec cet homme. Et ces enfants peuvent être alignés sur le livret de famille. Mais cette reconnaissance-là ne touche pas l'autre partie. Ces enfants-là n'ont aucun lien avec la femme, même si c'est maman qu'on appelle et tout ça, ils n'ont pas de lien. Le lien, c'est avec la deuxième personne, c'est-à-dire leur papa. Mais c'est valable pour les femmes également qui font des enfants avant le mariage. Lorsqu'elles alignent les enfants sur le livret familial, le livret de famille, le lien qu'ils ont, c'est avec la maman. Parce qu'il y a également la reconnaissance de maternité. Nous avons vu ici des grandes sœurs qui n'ont pas fait d'enfants et qui ont pris les enfants de leurs petites sœurs se déclarant comme étant les mères de ces enfants. La même procédure également est valable pour ces mamans. À quoi sert le jugement de tutelle? Moi, j'ai des enfants avant le mariage et mon mari souhaiterait faire un jugement de tutelle. Mais justement, le jugement de tutelle ne crée pas une filiation juridique entre vos enfants et votre époux, je veux dire. Oui, non, ça c'est... D'accord, c'est juste pour s'occuper des enfants parce qu'ils sont mineurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils auront leur majorité, le jugement de tutelle n'aura plus de sens. Il n'y aura plus d'effet, quoi, je veux dire. Ok. Alors, à la question suivante, j'ai reconnu un enfant qui n'est pas le mien, je voudrais annuler ma reconnaissance de paternité. Reconnaître un enfant, c'est faire l'aveu de sa paternité et s'engager pour l'avenir. C'est un acte irrévocable sur lequel on ne revient pas. Vous ne pouvez donc pas retracter par votre seule volonté, il va falloir faire une procédure en justice en contestation de paternité. On va un peu s'intéresser à ceux qui font des enfants et qui refusent de les reconnaître. Est-ce que la loi peut obliger ces gens-là à reconnaître les enfants? La réponse est naturellement oui. La loi oblige tous ceux qui ont eu un commerce intime avec une femme pendant la période de la conception ou pendant la période de la grossesse de reconnaître ses enfants. Dans le cas où le père laisse un testament et précise bien que l'enfant naturel n'a rien et que les enfants légitimes ont quelque chose, est-ce que la loi se doit de respecter ce testament? La loi ne s'applique que lorsque le testament n'existe pas. Le testament, ce sont les dernières volontés du défunt et tout le monde se plie à les respecter, y compris ceux qui sont chargés de rendre, de dire le droit et de rendre la justice. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Biban Razak Étoile.
J'ai 25 ans et j'ai une fille de 5 ans. Alors j'ai eu mon enfant, j'étais mariée avec mariage coutumier avec son père. On vivait ensemble et par la suite, après sa naissance, un an après, on s'est séparés. Alors depuis lors, il ne s'occupe pas de l'enfant. Je suis seule. J'ai fait mon commerce pour nourrir mon enfant. À chaque fois qu'il a l'occasion d'être en contact avec moi, c'est uniquement pour me menacer de récupérer l'enfant. Est-ce que lorsque l'enfant aura 6 ans, comme il le dit, il pourra venir récupérer cet enfant comme ça aussi facilement? Alors, il est venu vous marier à la coutume, donc on met une croix rouge. Il n'y a aucun lien, d'accord, juridiquement protégé, mais il y a un enfant qui est né. Dans votre narration des faits, vous ne nous dites pas si l'enfant a été reconnu. Est-ce que la mention 5 existe dans l'acte de naissance? Oui. Oui, dès lors qu'il l'a reconnu, il y a des obligations qui pèsent sur le père. Il y a l'obligation d'entretenir cet enfant, de lui apporter secours, de l'entretenir par rapport à ses études, et de lui assurer un minimum de vie en lui accordant une pension alimentaire. Donc, ce que vous devriez faire dans votre cas, c'est d'aller au tribunal. La procédure est gratuite. Je garde ma nièce depuis 2 ans. Voilà, bon, sa mère n'est pas là. Et alors son père a décidé de garder son acte de naissance. Donc, je n'ai pas pu l'inscrire cette année parce qu'elle n'a pas d'acte de naissance. Et depuis ces 2 ans, il a disparu. Il ne s'occupe pas des enfants parce qu'elle a laissé 2. Il y a une qui a un acte de naissance et celle que moi je garde n'a pas d'acte de naissance. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est très préoccupant, je vous le concède. Mais la même loi nous dit que ne peuvent garder ces enfants-là que les parents biologiques, à titre principal. À moins de démontrer, est-ce que vous n'avez pas eu des disputes avec le père de ces enfants? Il y a 4 ans passés, il a cassé la mâchoire à ma petite sœur. La mère des enfants vit? Oui, elle vit, mais elle est à l'étranger. Ah, d'accord. Voilà, elle s'est fait opérer 2 fois. Donc, elle a dû voyager pour continuer le traitement. Et elle a eu 45 jours d'incapacité. Il a disparu. En effet, ce que vous allez demander d'abord, c'est de dire à votre sœur de vous faire un mandat. Muni de ce mandat, vous allez au tribunal demander la garde juridique des enfants pour pouvoir poser des actes conformément à la loi. À la mairie, lors de la déclaration, on remet 2 actes de naissance, mère, père et puis la souche. Est-ce que le père a le droit de garder les 2 actes de naissance? Enfin, je parle de cela parce que moi j'ai ma sœur qui a eu le cas et le monsieur, étant marié, a gardé les 2 actes de naissance en fait. Donc je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de poursuivre ce genre de personnes en justice? Non, c'est pas possible dès lors qu'ils ne sont pas mariés, mais il faut encore regarder le contenu de ces actes de naissance. Vous savez qu'il y a des actes de naissance qui ne sont même pas signés par les parents. En principe, on doit avoir les 2 signatures. La signature de l'homme, du père biologique, et la signature de la maman. Si les gens de la mairie vous donnent, vous privent de cet acte de naissance, vous allez voir le procureur. Vous dites que moi j'ai telle mère qui s'est permis de donner l'acte de naissance au père de mes enfants. Ce n'est pas mon mari, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait un enfant. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, en fait j'ai fait un constat. C'est que dans notre environnement culturel, il revient que lorsqu'un jeune garçon enceinte une jeune fille, les dépenses qui sont liées à la confection du trousseau, du trousseau qui va accompagner l'accouchement, vont revenir aux parents de la jeune fille. Du garçon. Ah, du garçon. Voilà. C'est-à-dire que mon fils va enceinter une fille, et puis ses parents vont m'appeler pour me dire, madame, votre fils a enceinté notre fille. Il vous revient, en fait, à vous d'entretenir la grossesse, et puis de préparer le trousseau. Voilà, payer l'hôpital. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si c'est juridique ou alors c'est uniquement traditionnel, coutumier. En fait, je ne sais pas. Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que apparemment toutes ces charges, du moins une grande partie de ces charges, reviennent aux parents du garçon. Voilà quoi. C'est bon. Il n'y a rien de juridique, c'est la jungle. On se comporte comme si on était dans la jungle. Essayons, nous qui allons désormais prendre part aux formations, d'informer au maximum ceux qui ne veulent pas venir pour dire « sortez de la jungle, nous sommes en ville ». Ce n'est pas la loi qu'il prévoit, madame. Malheureusement, ce sont des pratiques, ça ne relève même pas de la tradition. J'ai ici 2 actes de naissance de mes 2 premiers enfants. Un issu avant mariage et l'autre issu du mariage. Et le premier,
est déclarée formellement, avec signature du parent. Mais lors de l'établissement, j'étais présente, mais ma signature n'est pas mentionnée. Le deuxième acte de naissance, la mention 5 est vide. La mention 5 est vide. Ça, c'est pour l'enfant né pendant le mariage. Après, oui, après. Toujours avec la signature du père, alors que j'étais aussi présente lors de l'établissement. Donc, ce sont mes enfants ou bien? Bon, c'est normal. Le premier enfant, vous n'étiez pas marié. C'est pourquoi il a mis la mention 5. Parce qu'en cas de, les Togolais, en cas de qu'est-ce qu'il y a. Mais le deuxième enfant, il n'y a pas la mention 5 parce que vous étiez déjà légalement marié. Il y a déjà l'acte de mariage qui couvre déjà la mention 5. Donc c'est déjà un enfant légitime. C'est-à-dire qu'elle, si elle n'a pas signé, c'est qu'elle n'a pas prêté attention. Le monsieur a signé et puis tout de suite, voilà. Puisqu'elle dit qu'elle était là avec le papa de l'enfant, on demande aux parents de signer. Les autres ici, le papa signe, la maman signe, sauf quand le papa ou la maman va seul. Le papa en déplacement, bon c'est moi la maman génitrice, je suis venue récupérer l'acte de naissance de mon enfant. Là, l'enfant, la maman peut signer seule ou le papa peut prendre l'engagement de signer sans la maman. Mais elle dit qu'elle était avec le papa le jour qu'ils sont allés récupérer le premier acte de naissance. Mais elle n'avait pas signé, c'est seulement le papa qui avait signé. L'agent public de l'État qui est chargé de contrôler et de diriger ces actes-là ne peut pas se permettre de voir des erreurs aussi flagrantes. C'est vrai que aujourd'hui, je pense que les législateurs ou les services qui établissent des papiers d'identité ont compris le problème. Je vous prends le cas des passeports. Il y a eu, il y a 5 ans, j'avais un passeport, on établissait un passeport, comme j'étais mariée, on m'établissait un passeport à mon nom de mariée, Cécilia Javé-Joy. Je repars 5 ans après, ça a changé, mesdames. Maintenant, on vous établit le passeport à votre nom de jeune fille, comme dit Madame Oyoué. À votre nom de jeune fille, et si vous voulez qu'on précise, parce que vous ne voulez pas avoir des palabres avec l'autre à côté, on ajoute épouse X. Parce qu'il faut être en conformité avec votre acte de naissance. Même la tradition. C'est clair. Donc, exiger maintenant, voilà. Mais bien sûr. Parce qu'il y a eu énormément de problèmes entre l'épouse qui était là, il y a eu divorce. Eh bien, je vous assure que celle qui divorce là, pour avoir la liberté de reconquérir son nom, c'est tout un problème. C'était très difficile. Et c'est comme ça qu'on voyait maintenant deux personnes, deux dames respectables, qui se baladent avec le même nom. Madame X, Madame X. Mais bien sûr, c'est pour cela qu'au niveau de la documentation, ils se sont dit non. Il faut que les passeports soient établis au nom de jeune fille, en ajoutant épouse. Dès lors qu'elle perd le mariage, au moins elle a son nom. Parce que c'est quand même trop difficile de refaire encore les papiers à chaque fois. Donc, ayez l'information. Tous vos passeports maintenant, c'est au nom de votre jeune fille. Ce n'est plus au nom de Madame X. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le Gabon, c'est un pays de droit. Et le droit existe avant même que nous tous là, nous existons. Comment ça se fait que la mairie, puisqu'aujourd'hui c'est la mairie qui est indexée, comment est-ce que la mairie peut établir des documents administratifs et qui ne sont pas sous le contrôle de la loi? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ce n'est pas vous, les juristes, les hommes de droit, qui sont à l'origine de tout ce qui arrive au niveau de l'administration telle que la mairie? L'humilité qui nous habite doit nous obliger à reconnaître qu'on est dans l'erreur, il faut en sortir. Les hommes de loi que nous sommes, nous ne faisons pas les lois. Nous sommes là pour appliquer la loi qui existe. Les lois qui existent, effectivement, vous l'avez relevé et très bien relevé, certaines lois existent avant que nous ne puissions même être pensées. Donc nous ne faisons qu'appliquer. Et donc, si on n'est pas saisi, on ne peut pas aller dans la rue, même si on voit les hommes de loi, il y a plusieurs hommes de loi. Il y a les hommes de loi qui font les lois, c'est-à-dire les députés, les sénateurs. Il y a le gouvernement également qui fait les lois parce que l'initiative des lois appartient à titre principal au gouvernement. Je vais vous dire une chose que beaucoup peut-être ignorent. Lorsqu'il y a les conseils de ministres, il y a les projets de loi. Personne ne regarde les projets de loi. Tout le monde court dans les nominations. N'est-ce pas? C'est une erreur. Voilà les gens qui font la loi. Au niveau de la justice, nous, on est là pour appliquer la loi. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on applique la loi. Merci beaucoup, Madame la Présidente, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît.
Parce qu'elle a beaucoup parlé, hein. Nous sommes là depuis 17 heures. Regardez le ciel, il s'assombrit davantage. J'ai retenu que la loi est impersonnelle et que chacune, à son niveau, doit jouer son rôle. Si vous vivez une situation particulière, s'il vous plaît, rapprochez-vous des juridictions. Si c'est difficile, rapprochez-vous des plateformes comme le Salon de la Femme et vous trouverez des solutions à vos problèmes. N'oublions pas que demain, il y a une autre formation, cette fois sur la succession. Donc, lorsqu'une femme a perdu son mari, elle commence par où pour arriver où? Qu'est-ce qu'elle mérite? Qu'est-ce qui lui est dû? Toutes ces questions, remplissez vos carnets et venez les poser demain. Au terme de cette deuxième journée, les intervenants et les participants se sont entendus sur les mécanismes qui entourent la reconnaissance de paternité telle que prévue par la loi. Le troisième jour, il s'est agi d'étaler les droits de la femme en cas de succession. L'exposé a été conduit par M. Wilfried Njondo, premier vice-président du tribunal de Libreville, qui a vulgarisé la loi de 2015 et bien plus encore. Il faut d'abord comprendre que l'être humain naît, il a un acte d'état civil, il se marie, il a un autre acte d'état civil, et vient le moment où il doit quitter ce monde, il a un dernier acte d'état civil qui est l'acte de décès. L'acte de décès ouvre la succession. La succession, c'est cette étape qui commence avec la mort. La succession, c'est une procédure. C'est en même temps une institution. En 1989, les députés ont à l'Assemblée nationale pris une loi. La loi numéro 19/89 du 30 décembre 1989 qui porte adoption de la deuxième partie du Code civil. Parce qu'en réalité, avant cette date, notre Code civil n'organisait pas les successions. Les choses étaient faites de façon coutumière. C'est donc au constat de cela que le législateur a estimé, donc le député, qu'il fallait mieux organiser les choses. La deuxième partie du Code civil commence à l'article 647. C'est cet article 647 qui dit que lorsque l'acte de décès est établi, la succession est ouverte au jour de l'établissement de l'acte de décès. La question qu'il faut se poser, c'est qui peut venir à la succession? En 1989, le législateur avait estimé qu'il y a deux catégories d'héritiers. Il y a les héritiers légaux. À l'époque, il y avait les enfants, tous les enfants, le ou les conjoints survivants, ce qui induisait soit la polyandrie, soit la polygynie. Mais comme nous ne sommes pas dans un régime qui implique une femme qui peut se marier avec plusieurs hommes, c'est un peu discriminatoire, j'en conviens, mais c'est la réalité juridique. On avait envisagé l'hypothèse d'un homme qui pouvait aller plusieurs fois à la mairie, du moins 4 fois maximum. Donc toutes ces femmes-là, mariées, pouvaient prétendre au statut d'héritier. Il y avait ensuite les pères et mères, s'ils étaient en vie. Et le législateur disait à cette époque-là que les frères et sœurs du défunt venaient comme héritiers s'ils n'y avaient pas laissé d'enfants. Ensuite, poursuivant, le législateur organisait les choses. Il dit que pour que la femme hérite de son mari, il fallait non seulement qu'elle ait le statut de femme mariée, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit établi qu'elle ait été divorcée avant le décès, donc avant l'ouverture de la succession, ou qu'il n'y ait pas eu un jugement de séparation de corps prononcé 6 mois avant le décès, ou qu'elle n'ait pas abandonné le domicile conjugal, ce qui est normal. Vous ne pouvez pas hériter de quelqu'un avec lequel vous êtes en désaccord. Le législateur va ajouter une autre condition pour que la femme hérite. C'est une condition qui choque en réalité. En 1989, il a estimé que la femme ne pouvait hériter de son mari, même si elle était mariée, c'est-à-dire pas divorcée ou non séparée de domicile,
à la condition qu'elle ait pris un autre mari dans la famille. Le mari décédé, la femme était considérée comme un bien de la succession parce qu'elle passait de main à la suite du décès. C'est ce que les juristes appellent de façon savante le lévirat. Après avoir constaté que ces décisions de justice rendues sur le couvert de la loi de 1989 portaient préjudice aux femmes, toutes catégories confondues, lettrées ou pas, plusieurs associations ont élevé leur voix. Évidemment que cette intercession a porté ses fruits parce qu'avec la loi numéro 14/2014 du 7 janvier 2015 modifiant certains, mais pas tous les articles de la loi de 89, on a aboli le lévirat. Il apparaît donc évident, comme je vous vois, que si vous êtes confronté à cette réalité-là, la même loi de 2015 vous donne le droit de saisir une association, le procureur de la République, à l'effet de faire engager des poursuites. Parce qu'à l'évidence, il s'agit d'un mariage forcé. Le mariage est basé sur le consentement et non sur des circonstances contraignantes. Ensuite, la loi de 1989 disait que en cas de pluralité d'union, donc de bigamie, c'est-à-dire un homme qui a épousé plus d'une femme, 2, 3, 4, du moins selon que le livret de famille lui donne la possibilité de se marier et se remarier. En 89, on estimait que s'il est vrai que chaque foyer a son patrimoine, il était aussi vrai que lorsque nous sommes en polygamie, pour parler comme au quartier, il y a une séparation des biens. La loi de 89 le pensait comme maintenant. Elle pensait davantage, elle le disait, elle le précisait, que lorsqu'il s'agit du partage des biens, on ne va plus considérer la séparation qui existe entre plusieurs foyers conçus par le même homme. Toutes les femmes viennent au partage. On appliquait l'inégalité de sorte que pour partager, il fallait justifier d'un certain nombre d'années avec le monsieur. Autrement dit, si vous êtes 3 femmes, vous n'aurez pas, si vous êtes 3e épouse, la même part que la première. La seconde n'aura pas la même part que la 3e. La dernière, donc la 3e, ne pouvait avoir la même part que la 2e et donc que la première. C'était une situation d'injustice. Parce que dans tous les cas, que vous soyez marié 40 ans avant le décès du mari, 20 ans avant le décès, ou même une semaine avant le décès, vous êtes toutes considérées comme épouses. En 2015, la loi organisait les choses autrement. En 2015, les députés ont estimé qu'il fallait restaurer l'égalité entre épouses. Que le jour du partage, on devait donner à chaque épouse considérée comme héritière ce qui lui revient de droit. C'est ce qui s'applique désormais. Poursuivant donc, s'agissant des droits de la femme, la loi estime que 1989, que si on considère que au moment de la célébration du mariage, le code civil et pas la volonté d'un homme prescrit que c'est le mari qui est le chef de famille. Et la femme vient à son secours ou à la limite le supplée, le remplace dans ses fonctions de chef de famille lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté. C'est par exemple parce qu'il est le chef de famille que c'est l'homme, le mari, qui choisit le domicile conjugal. La femme ne peut partir de là que lorsqu'il y a une décision de justice. D'accord ? Il est aussi évident qu'à la mort du monsieur, la personne qui était le chef de famille adjoint soit en réalité le chef de famille. Mais en 89, la notion de chef de famille ou le titre de chef de famille n'était pas compris comme ça. On estimait en 89 qu'une fois le vrai chef de famille décédé, il fallait chercher dans la famille
un autre chef de famille. C'est qui fait désordre. Parce que cet autre chef de famille, lorsqu'il vient à la succession, dans le cadre de ce qu'on a appelé le conseil de famille, on en reparlera, il ne vient pas pour les intérêts de la famille du défunt. Je parle de ses enfants, son épouse ou ses épouses. Il vient, lui, pour hériter. Il vient, lui, en concurrence de ceux-là qui ont, par exemple, vu la maison sortir de terre. Il vient en concurrence de cette femme qui a dû se sacrifier pour que monsieur soit propre au travail. Et c'est donc lui qui décide. Il décide souvent à l'issue de l'enterrement. Malheureusement, avec la loi de 89, rien n'interdisait à ce monsieur d'être le mandataire familial ou à cette dame. Ce qui créait des situations de désolation. Des situations de désolation parce que, en raison des pesanteurs traditionnelles, nous le savons tous, que nous soyons du nord ou du sud, au moment de l'enterrement, la veuve, la femme mariée, au sens de la loi ou de la tradition, est récluse, elle est dans un coin. Elle n'affronte pas la réalité de la séparation d'avec son mari. Elle ne la vit pas. Elle ne décide donc de rien. Dans certaines traditions, il y a même un porte-parole de cette dernière. On dit que pour lui parler, il faut donner une pièce pour que quelqu'un vous dise ce qu'elle a dit, même quand elle n'a rien dit. Et donc, pris comme ça, cette dame ou ces femmes ne pouvaient librement exprimer une volonté. Elle ne pouvait pas, par exemple, dire de ne pas entrer dans la chambre conjugale. Elle ne pouvait pas, par exemple, dire de se cacher toutes les clés de véhicule. Et donc, les choses s'enchaînaient. Quelques mois après qu'elle ait fait son deuil, constatait, mais vraiment par désolation, que tout était parti. Le chef de famille, l'autre chef de famille en était devenu propriétaire. Des gens étaient donc spoliés, vidés de leur maison, vidés de tout. Mais ça encore, il y a des familles qui le pratiquent. Malheureusement, il y a un effort de pédagogie qui doit être fait. En 2015, on estime que ce sont les héritiers légaux, c'est-à-dire la femme ou les femmes. Chez les juristes, on appelle ça le conjoint survivant. Ce n'est pas un terme savant. Les enfants. Là encore, le législateur n'a pas fait de distinction entre les enfants nés pendant le mariage, les enfants nés avant le mariage, les enfants nés d'une autre femme, parce que ça arrive aussi, au cours du mariage. Le législateur a estimé que, sauf s'il y a discussion, tous les enfants sont les héritiers légaux. En plus des papas et des mamans du mari défunt, s'ils existent. Ce sont ceux-là qui organisent non pas le conseil de famille, c'est-à-dire la petite réunion qui se fait à l'issue de l'enterrement, mais le conseil successoral. C'est le conseil successoral qui est la véritable institution de la succession. Autrement dit, la succession n'est pas organisée lorsqu'il n'y a pas de conseil successoral. C'est donc ce conseil successoral qui se réunit en dehors des frères et sœurs du défunt. D'ailleurs, la loi de 2015 précise que les frères et sœurs du défunt ne viennent à la succession, ne peuvent être héritiers, ne peuvent prétendre au bien du défunt que s'il n'y a pas ni d'épouse ou plusieurs épouses, ni les enfants, ni les pères et mères. Autrement dit, même si l'un d'entre eux fait défaut, c'est-à-dire s'il manque les enfants, si le couple n'en a pas eu, les frères et sœurs ne viennent plus. Ce qui n'était pas le cas en 1989. La femme toujours, puisqu'il s'agit d'elle, pour hériter, si elle est mariée sous le régime de la communauté, doit, avant toute chose, en cas d'ouverture de la succession, en cas de décès, avant de réunir le conseil successoral, saisir le tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal du lieu où on a établi l'acte de décès, ou du lieu où sont établis la majorité des biens de la famille, pour pouvoir liquider la communauté.
Ce que je suis en train de dire, c'est une fois que vous êtes marié en communauté, sachez que si vous partez avant, parce que ça arrive aussi, monsieur a droit à 50% de ceux qui vous étaient communs après la célébration du mariage. Les 50% dont je parle dans la communauté, c'est en pleine propriété. C'est-à-dire, on considère que vous avez toujours été propriétaire de 50% de tous ces biens. Le reste de 50% est versé dans ce qui va être partagé avec les enfants, les pères et mères. Dans ces 50% à partager avec les enfants et les pères et mères, vous n'avez plus de droit en pleine propriété. Le législateur de 2015 va même plus loin en tant que chef de famille, article 647. Il dit que vous avez la possibilité de faire apposer des scellés, c'est-à-dire fermer momentanément, par exemple, un établissement commercial. Vous avez la possibilité de demander à un huissier de pratiquer sur les comptes. Si les comptes étaient séparés, de faire pratiquer sur des comptes des saisies conservatoires. Moi, je voudrais savoir, s'il y avait un conflit ou une mésentente entre les différents héritiers quant aux mesures justement qui vont être chargées de sécuriser les biens, quelle est la procédure à initier? Le président du tribunal de la juridiction compétente sera saisi. Il sera saisi à l'effet de désigner un séquestre, c'est-à-dire un administrateur provisoire entre griffes, parce qu'il n'a pas la qualité d'administrateur provisoire. C'est donc cette solution qui est généralement trouvée en cas de conflit. Si le conflit est exacerbé de sorte que le conseil successoral ne peut se tenir, on va aller à la situation qu'a décrite Mme Oué, c'est-à-dire la saisine du président pour demander la désignation d'un mandataire judiciaire, notamment un notaire, un conseil juridique. Merci. Voilà, nous l'avons compris, les femmes ont des droits mais aussi des devoirs. Il y a des choses sur lesquelles elles doivent nécessairement faire attention, comme comment entreprendre, comme la reconnaissance de paternité. Il faut également qu'elles fassent attention à la succession en cas de perte du conjoint, parce que cela est tout autant valable pour l'homme que la femme. Toute l'équipe se joint à moi pour dire merci à notre partenaire, le Salon de la Femme conduit par Sidonie Flore Oué et tous les intervenants. Merci également à la femme de se souvenir qu'elle est une femme et qu'elle est un trésor et donc elle doit se prendre en charge. Voilà pour l'essentiel. Merci de rester sur La Belle Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci de nous avoir suivis.